Bruno Dumont, vous dites que vous n'aimez pas forcément revoir vos films, le moins possible même, je crois. Mais celui-là, vous l'avez revu, parce qu'il a fallu, je parle de la vie de Jésus, il a fallu le numériser, puisque c'est un film qui date de 1996, donc il est pré-numérique, hein. Il a été tourné en pellicule, donc il a fallu fabriquer cette très belle copie numérique. Pour tout vous avouer, moi, je n'avais pas vu le film depuis 1996, donc je suis un peu sous le choc, quand même, parce que je trouve que le film n'a rien perdu de son pouvoir de sidération, et je pense que les spectateurs nombreux de cette salle Henri Langlois sont d'accord avec moi. Est-ce que le film, pour vous, 25 ans plus tard, c'est à peu près clair, la façon dont vous l'avez fait, dont vous l'avez conçu, ou est-ce que ça reste encore un peu mystérieux ? Clair, sûrement pas. Non, c'est pas clair. Un premier film, c'est un premier film, donc c'est fait comme ça, dans quelque chose d'à la fois affirmé et un peu trouble, mal assuré. Je me souviens, donc la copie numérique, j'ai dû la voir quand elle a été faite, donc je ne sais pas de quand elle date, mais 4-5 ans, donc je ne l'ai pas vue depuis 5 ans. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était les maladresses, c'était bien sûr, je ne tourne plus tellement comme ça. Ma façon de tourner a changé, mais en même temps il y a quelque chose qui est là. Moi je suis très impressionné par David Douche, surtout en fait, et c'est lui qui me marque encore. Et non, c'est un film, c'est un premier film, donc voilà, c'est à la fois, il y a beaucoup de temps derrière en fait. J'ai passé beaucoup de temps j'ai passé 20 ans à vouloir faire du cinéma, quand même, donc j'ai fini par faire ce film-là, donc il vient aussi de quelque part, par là où je suis passé, en fait, tout est là, c'est-à-dire mon cursus est derrière, à la fois philosophique avec le titre, et à la fois, c'est ma ville natale, c'est là où je vivais, donc c'est à la fois près, à la fois loin, et moi je vois venir tous les films, en fait, je vois le comique qui n'est pas là, mais qui rôde. On est au bord de ça, c'est encore plus clair dans l'humanité. Je pense qu'on est au bord de quelque chose d'autre, mais je n'y allais pas. Donc voilà, j'y allais pas. Donc là, je suis resté au bord de Freddy, de Marie. Mais oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas clair, mais je ne pense pas qu'on fait des films clairement, sinon on les ferait pas. Moi, je continue à faire des films pour chercher, et je sais que ça me plaisait bien d'avoir le titre La vie de Jésus pour filmer ce gars-là. Parce que c'est ça qui avait du sens pour moi, c'est justement d'aller mettre ce titre-là et de filmer le contraire, quoi, et de voir comment tout ça tient en fait. Et je pense que je fais toujours de la même façon. Je ne fais pas des films comme un savant, c'est-à-dire quelqu'un qui sait quelque chose et qui le dirait. Je m'aperçois que j'expérimente toujours, et quand je fais franc, je continue à mettre le personnage dans un milieu et je regarde ce qui se passe et j'essaie de le mieux filmer possible. C'est-à-dire de mettre la caméra au bon endroit. C'est pour ça qu'en voyant la vie de Jésus, je trouvais que la caméra était pas toujours au bon endroit. De mon point de vue, non, mais de mon point de vue. Non, il y a des plans extraordinaires sur Freddy. Ouais. Mais j'étais pas à l'aise, quoi. J'étais un jeune cinéaste. Voilà, on n'est pas à l'aise. Il y a déjà quand même plusieurs choses qui s'installent et qui sont très frondeuses. Par exemple, vous vous mettez au rythme de votre personnage, c'est-à-dire que Freddy, tous les déplacements dans votre film sont extraordinaires à analyser parce qu'ils sont des indications de temps. Quelquefois, ça va très vite, quelquefois, c'est elliptique, et quelquefois, on prend le temps. Et les déambulations de Freddy à remonter cette rue, à la redescendre, la partition sonore des mobylettes, l'escadron, ça, il y a quelque chose où quand on connaît la méthode de recrutement, ce ne sont pas des acteurs, ils n'ont pas forcément conscience du temps qu'ils vous mettent pour monter une rue, etc. Mais vous, même si vous avez un tempérament plutôt très dirigiste, vous leur donnez le temps, vous vous accordez à montrer le temps qu'ils mettent réellement pour monter ou descendre. Oui, mais en fait, j'ai vite compris que je me suis en fait calqué sur David Douche, sa façon d'être, et à quel point il pouvait être récalcitrant, m'a fait comprendre très vite que je devais justement pas dire voilà, on fait ça, c'est que je fais un peu ce que je peux
derrière lui, et je trouve ça très très bien. C'est-à-dire qu'il me contraint énormément, et j'ai très vite trouvé dans cette contrainte de l'acteur non professionnel, justement, un espèce de frein qui me paraît, par rapport au scénario, comme ça, qui est une espèce de truc providentiel, il ne faut pas que ce soit providentiel. Donc il m'a beaucoup résisté. Il a beaucoup résisté à Marie. D'ailleurs, on le sent très bien qu'ils ne s'aimaient pas, ces deux-là. Donc c'est quand même extraordinaire de faire un film d'amour sur des gens qui ne s'aiment pas. Et j'ai vu que c'était possible, ça marche. En fait, ça marche très bien. Donc on n'a pas besoin d'être redondant. C'est-à-dire que cette idée un peu bête qui voudrait dire il faut qu'ils s'aiment, quoi. Non, absolument pas. Il ne faut pas qu'ils s'aiment. C'est pas indispensable, et bien au contraire. Il m'a emmené dans des sentiers opposés, et au montage, ça marche. Au contraire, ça génère une relation sentimentale tout à fait singulière, et je pense que le cinéma, c'est ça, c'est justement de proposer quelque chose de tout à fait singulier, de tout à fait étonnant, mais tout en étant vraisemblable, et d'accompagner Freddy qui monte sa rue, mais vous voyez très bien quand il joue, il tremble en fait, de peur, en fait, il a les jetons, quoi. Ça tombe bien parce que son personnage est épileptique. Donc... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est cette peur, elle est tout de suite transportée dans une sensibilité que le spectateur reçoit comme d'une très grande sensibilité. Mais sur le plateau, il a peur. Voilà, et donc, après, pour ça que je ne cherche pas à rassurer un acteur qui joue, parce que sa peur est tout à fait bonne. Et ces tremblements donnent une espèce de représentation, même un débordement parfois, et moi, c'est pour ça que les débordements, David Jésus est un film qui déborde de partout, et je trouve ça tout à fait... mais ils sont durs à diriger, quoi. C'est dur à diriger. Il y a un étonnement, c'est votre premier film, mais il y a un étonnement qui est digne d'un des plus grands, qui est pour moi digne de Bresson, un coup de génie, c'est d'avoir recruté la mère et la fille pour interpréter donc la mère de Freddy et la petite copine. Alors, elles sont de la même famille. Et moi, cette ressemblance m'avait toujours étonnée, et j'avais jamais pris forcément soin d'étudier le générique, en tout cas avant de travailler à la Cinémathèque. Quand j'avais vu le film, j'étais étudiante. Et là, évidemment, ça faisait complètement sens. Et il y a beaucoup de choses de prédestination, de quelque chose qui tombe, qui est glacial, mais quand on comprend ça et qu'on se dit c'est génial d'avoir pris ces deux personnes qui ont 20 ans d'écart, et il y a quelque chose qui se produit à l'écran qui est énorme. Oui, mais je continue à faire ça. Je prends la mère de Malou pour jouer la mère une femme dans Jeanne. Oui, il y a des possibilités incroyables de mélanger les interdits, les gens, même, et de voir que ça crée quelque chose de... Mais vous trouvez du sens, mais moi je ne m'en rends pas compte. C'est-à-dire, je ne sais pas forcément... Moi je suis toujours... on ne maîtrise pas forcément toute l'intelligence, toute la perspicacité que ça peut donner finalement chez le spectateur. Vous voyez ce que je veux dire? On fait le sens, mais moi je ne suis pas maître de ça. C'était peut-être complètement inconscient, mais en tout cas sur la toile ça marche. C'est important de savoir que le spectateur, il va au-delà de ce que vous filmez, et que donc il faut filmer en dessous. Il ne faut pas filmer au-dessus de lui. Et ça, j'ai compris ça, mais en lisant à la fois même des journalistes, le compte-rendu, je me suis aperçu qu'il fallait plutôt soustraire. De toute façon, le spectateur, il va passer à travers, il va voir quelque chose d'autre. Donc autant diminuer l'intensité et même l'intention. Donc pour ça, quoi, il y a plein de scènes qui sont totalement, de mon point de vue, totalement neutres. Même dans la façon de jouer, souvent je demande à l'acteur de jouer d'une façon neutre. Et au montage, ça prend sens, parce qu'il va y avoir un plan devant, il y a un plan derrière. Et que le neutre est souvent tout à fait intéressant. Moi, je crains absolument le surjeu. Enfin, c'est quelque chose qui me glace énormément. Et l'acteur, il me protège de ça. C'est-à-dire comme il ne sait pas jouer, d'une certaine façon, il joue au bord de ce qu'il est. Il me propose ce qu'il peut faire. Alors, il veut bien varier un peu, mais pas trop, quoi. Au bout de 2-3 prises, David Douche, il disait, bon, ça va, quoi. Mais moi, ça me plaît. De toute façon, vous l'avez souvent dit, ça vous plaît, les gens qui ne veulent pas, plutôt que ceux qui veulent. Oui, mais j'ai évolué aussi. Non, ça me plaît. Je sais faire avec quelqu'un de récalcitrant. C'est-à-dire j'arrive à le cadrer,
aussi, en quelque sorte, et j'arrive... Mais moi, je ne crois pas à des personnages écrits. C'est-à-dire, je pense qu'il y a dans l'écriture une espèce de vue de l'esprit qui est nécessaire à l'écriture, qu'on ne peut pas empêcher dans l'écriture, mais qui est faussée parce que l'esprit idéalise ce personnage. Et donc l'avantage de mon Freddy David Douche, c'est qu'il empêche le Freddy que j'ai écrit de s'épanouir à mon geste. Hein. Et c'est bien ça, il faut une résistance. C'est-à-dire qu'il faut que la plupart de mes acteurs me résistent. Mais j'en prends le pli et je les accompagne. Je pense qu'ils apportent une couleur qui est leur propre couleur, qui se mélange avec la couleur, c'est compliqué, qui se mélange avec la couleur du personnage. Moi, je veille sur l'harmonie, en fait. Je veille. David a pu être faux. C'est-à-dire, il a pu être faux parce que je voyais que c'était trop, soit parce que... C'est souvent dans les dialogues, il ne parle pas beaucoup, mais parce qu'à force de l'entendre parler et de dire que ça n'allait pas, parce que c'était trop verbalisé, que c'était trop explicite, quand il lui dit « je t'aime » à Marie, bon, il a mis du temps à le dire, quoi. Il ne voulait pas le dire. Donc il l'a dit, mais vous entendez, il le dit comme ça. Quoi. C'est extraordinaire. Mais voilà, c'est extraordinaire, c'est justement sa retenue, sa pudeur. Et c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un acteur qui dit bah, « tu lui dis je t'aime », il lui dit « je t'aime ». Ben non, ça se passe comme ça. Moi, je me suis vite rendu compte que c'était pas bien. Il faut que ça passe par le filtre humain, en fait. Voilà. Et moi, j'aime bien être filtré, en fait, par mes acteurs, par les décors. Ça, je ne touche pas au décor, c'est que le décor est comme ça, je le prends comme il est. Je peux dire, ah bah non, tiens, je vais changer la couleur du truc, parce que... Non, je prends les choses... de toute façon, j'ai pas d'argent, donc... Donc l'économie aussi, c'est important, parce que bon, on a fait le film avec pas beaucoup d'argent, mais le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, ça simplifie les mouvements de caméra, de toute façon, on n'a pas beaucoup de quoi faire, et puis... ouais, moi, j'ai toujours bien pris l'argent, quoi. Je fais avec ce que j'ai, quoi. Est-ce que déjà à l'époque, parce que le film, vous parliez du sens, le film avait fait beaucoup parler, parce qu'on est en 1996, ça fait quand même 12-13 ans que le Front National est au centre du jeu politique, on ne pense qu'à ça, on est tous obsédés par ça, et quand on voit le film, c'est vrai que, d'ailleurs je le suis beaucoup moins aujourd'hui, je trouve que le film a une évidence justement d'inscription des personnages et des décors, et que voilà, il y a une maîtrise et une évidence. Mais à l'époque, il y a ça, mais il y a aussi le côté où est-ce qu'il va en venir, qu'est-ce qu'il dit, comment il les montre, il les dénonce ou il les plaint. Enfin, arrivent des questions qui finalement persistent, je trouve, avec vos films jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais c'est ce que je dois faire le cinéma, c'est qu'il doit rester dans cette zone-là. C'est-à-dire justement cette zone qui n'est pas morale, qui n'est pas pensée, qui n'est ni bien ni mal. Moi, je ne suis pas là pour dire que c'est bien, que c'est mal. Mon travail, c'est de glorifier Freddy, même si c'est un salaud. On est dans une salle de cinéma. Voilà, donc comme on est dans une salle de cinéma, on est dans une représentation, on n'est pas, c'est pas le réel. Donc je pense qu'il faut tuer Freddy, qui est en chacun de nous. Voilà, donc le film fait ce travail-là, donc il exacerbe Freddy, il le glorifie, non pas pour en faire un modèle, mais justement pour le dépasser. Moi je crois beaucoup à ça, je pense que voilà, c'est ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire que le cinéma, comme tout art, a un devoir de catharsis, donc de glorifier des héros qui sont limites, moralement. Moi, les plus grands films de cinéma que j'ai vus, ce sont des films avec des anti-héros, avec un grand film qui pour moi, même dans la construction de Freddy, c'est La Convulsion de Louis Malle. Donc d'aller héroïser comme ça un milicien, moi ça me fait un choc, ça me fait un truc, j'ai pas envie de devenir milicien, je veux dire, c'est faux. Les gens sont bêtes de penser ça, quoi. C'est pour ça qu'on fait des films aussi bêtes, parce qu'on fait des films avec des gens qui sont bons. En fait, ça sert à rien. C'est pas ça dont on a besoin. C'est comme la vaccination, on a besoin justement de recevoir le mal pour développer nos moyens immunitaires, spirituels. On est fait comme ça. En fait, on est fabriqué comme ça. Donc le mal au cinéma, c'est pas mauvais, quoi.
de mon point de vue. C'est pas parce que vous le dites, c'est pas parce qu'on montre un Lacombucien qui n'est pas tout le temps souligné salaud qu'on risque d'arrêter des juifs, quoi. Moi, je pense pas. Moi, Lacombucien ne m'invite pas à faire ce qu'il fait. Au contraire, je me débarrasse de lui. Vraiment, je pense, et quand je lis Sophocle, quand je lis Euripide, quand je lis ces personnages-là, ça ne me donne pas envie ni de tuer mes enfants, comme je dis. Ça n'a rien à voir, c'est quand même facile à comprendre. C'est-à-dire que le tragique, il a une fonction essentielle d'émancipation, de dépassement, de transcendance. Mais ça on ne l'a plus compris, c'est un vrai problème, parce que d'exposer justement des petits héros tout gentils, etc., bah, ça sert à rien, c'est qu'on sort de là, c'est ça le divertissement, et c'est ça le problème du divertissement, c'est que ça sert à rien. Alors ça fait passer le temps, oui, mais ça ne civilise pas, ça nous grandit pas. Ce qui est frappant aussi, c'est quand même la représentation. C'est-à-dire qu'arrivent dans le cinéma français, avec ce film, des gens qui, au fond, n'étaient jamais représentés, me semble-t-il, ou très peu, vraiment très très peu. Alors peut-être qu'il y avait des exemples, peut-être d'ailleurs que c'était des modèles pour vous. Je pense à quelqu'un comme Maurice Pialat, dans la même région, avec Passe-ton-bac d'abord, par exemple, ou L'Enfance nue. Les Dardennes aussi étaient pas très loin. Mais quand même, c'est des gens, une population du film, que le cinéma français ne représentait pas très facilement. Et ce qui est amusant, c'est que si on fait le grand écart entre ces 25 ans, eh bien finalement, France, Léa Seydoux dans le dernier film, là non plus, c'est des gens, peut-être parce qu'ils se représentent tellement eux-mêmes, mais ils ne sont pas tellement représentés par le cinéma français. Est-ce qu'il y a cette appétence consciente chez vous d'aller voir des gens dans tout type de milieu et de classe sociale, parce que là l'écart est très grand, qui souffrent de ce déficit de représentation dans le cinéma, dans les films? Moi, c'est une question que je ne me suis pas posée. J'ai filmé chez moi, c'est-à-dire avec des gens que je côtoie, avec qui, bon, j'étais plus âgé, mais à l'époque, j'allais à l'école avec ces gens-là, quoi. Donc on se mélangeait tous, c'est-à-dire il n'y avait pas les questions de classe, elles étaient mêlées, quoi. Donc moi, j'ai mis beaucoup de temps à me dire que je vais tourner là, alors qu'au départ, le film, il se définissait dans un espèce d'ailleurs. Donc moi, j'ai senti très vite que de filmer des vrais gens, il y avait quelque chose de vrai, quoi. Et que j'avais besoin de ça, sinon j'y rêvais pas. Donc j'ai quand même eu une mauvaise expérience d'acteurs que j'arrivais pas à diriger, avec qui justement je n'arrivais pas, quoi. Voilà, je n'y arrivais pas. Et là, j'y arrive. Je n'en sais rien pourquoi j'y arrive, parce que ils me touchent. Et ils ont une vérité dont j'ai besoin. C'est comme un sculpteur, j'ai besoin d'avoir un bloc dans les mains pour commencer à sculpter. Voilà. Alors quand je dis que j'ai évolué, c'est-à-dire que j'ai évolué j'ai rencontré des acteurs avec qui j'ai vu comment je pouvais faire sonner différemment. C'est qu'en même temps, là, je suis dans un registre, comme je dis, David Douche, c'est 3 notes. Hein. C'est puissant, hein, mais c'est 3 notes. Donc vous jouez ta, 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 ta. Bon, les acteurs professionnels, ils vous donnent un double clavier, ça peut aller très haut, mais il faut savoir jouer. Hein. Moi, je n'étais pas prêt, en fait. Donc je me sens, je suis très à l'aise avec Lucchini, très à l'aise. Mais pour diriger Lucchini, il faut être à l'aise. Hein. C'est ça, je veux dire, c'est une bête, quoi. Donc si vous voulez, donc il faut savoir les diriger, voilà. Et si vous ne savez pas les diriger, ils vous mangent. Alors ça passe par quoi? Mais ça part, moi, je sais pas, par une aisance, par une maîtrise, je sais pas, parce que je connais mieux mon art, je connais mieux la technique, je sais. Voilà, donc je maîtrise de mieux en mieux cet art qui est éminemment difficile, très, très compliqué en fait. Et donc c'est cette facilité que j'ai, mais qui n'est jamais non plus une grande agilité, que je suis à l'aise avec Juliette Binoche, je suis à l'aise. Quand je dis que ce sont des bêtes, c'est-à-dire que ce sont des gens qu'il faut affronter. Mais vraiment, c'est-à-dire que, voilà, et puis, il faut tout écrire. C'est-à-dire que c'est comme des pages blanches. David Douche, c'est pas une page blanche, il est déjà programmé. Alors que les acteurs professionnels, il faut les programmer, en fait. C'est-à-dire que ce sont des pages blanches. Donc ça nécessite un travail de création très important. Et moi qui m'intéresse aujourd'hui, parce que ça m'intéresse de m'engager dans des personnages aussi décalés,
comme vous dites, mes personnages-là, ils sont réels, ils sont dans le réel, donc ils sont toujours à 2 doigts d'y être. Donc c'est pour ça que je peux faire ça avec eux. Mais il y a des films que je ne peux pas faire avec eux. Il me faut un acteur professionnel. Oui, du coup c'est un process d'écriture qui est différent. C'est-à-dire qu'on voit bien là ce qui a changé, c'est-à-dire que vos premiers scénarios, alors est-ce que la méthode a changé déjà en fonction peut-être des budgets, hein. On a vu que depuis la vie de Jésus, vous avez plus de moyens, les temps ont changé aussi, hein, mais on est passé de 20 à 2 millions d'euros à plutôt 7, 8, et le recours aux acteurs professionnels. Mais dans l'écriture, est-ce que ça se passe en plusieurs temps? C'est-à-dire que vous écrivez une sorte de roman, vous rencontrez grâce à qui est votre recruteur, enfin votre chef de casting, et est-ce que vous revenez à l'écriture en fonction des personnages que vous avez retrouvés dans la vie réelle, et comment ça se passe avec des acteurs pros? Est-ce que c'est beaucoup plus ficelé? En fait, c'est comme je ne veux plus chercher de décor. Je veux partir d'un décor que je connais. La vie de Jésus, j'ai passé un temps fou à chercher des décors, alors que je préfère partir de décors que je connais. Quand j'ai écrit Franche, je suis parti de la connaissance que j'avais de Léa Seydoux. Et donc, elle était toujours juste parce que c'est écrit pour elle. Donc, si vous voulez, le problème est réglé. Camille Claudel, c'est à peu près la même chose. Donc, j'ai besoin de connaître l'acteur, en fait, comment il est, sa nature, pour pouvoir jouer avec. Jouer, c'est-à-dire varier. Parce qu'en fait, le jeu, c'est une variation. Ça monte, ça descend, ça va de côté, etc. Donc, vous jouez sur tous ces registres-là. Et donc j'ai besoin de... Par exemple, Léa a amené beaucoup d'humour, ce que le scénario n'avait pas. C'est-à-dire qu'elle est très joueuse, elle est très... elle a une fantaisie, qu'on voit à l'écran d'ailleurs, que j'ai laissé filer en fait. Je la laisse. Donc c'est-à-dire que moi quand je dis action, en même temps, hop, c'est comme une éprouvette, c'est-à-dire hop, je la lance dedans, et elle a une très grande liberté de jeu. Elle a une oreillette maintenant, parce que je vois des opportunités de jeu, comment dire ça, par exemple, moi, Freddy, j'aurais besoin de lui mettre une oreillette, si vous voulez, de la façon, pour aller plus vite. Je trouve qu'il y a des temps qui sont trop longs, par exemple. Et aujourd'hui, refaire une prise, parce que déjà, c'est dommage que tu aies baissé tes yeux à ce moment-là, alors que tu aurais dû les baisser 3 secondes plus tôt, bah, avec une oreillette, je peux lui dire. Vous voyez ? Donc ça a changé ma façon de travailler, parce que j'ai trop refait des prises, justement, parce que, voilà, c'est dommage que tu ne lui aies pas dit ça, ou peut-être que tu avais ce texte-là, mais justement, tu n'aurais pas dû lui dire. Mais non, attendez que je comprenne bien. Donc pour faire jouer une animatrice télé, vous donniez des ordres à la comédienne dans une oreillette? Oui. Vous savez que c'est exactement ce qu'ils font sur les plateaux. Oui, donc ça ne changeait pas, oui. Non mais l'oreillette, c'est quelque chose ce qui est frustrant quand on tourne, c'est justement de ne pas intervenir. Alors, quand on fait du son direct, on n'intervient pas. Vous pouvez pas gueuler derrière la caméra. Ouais. Donc comme le son direct est sacré, c'est-à-dire il y a tellement de belles choses qui se passent, des petits oiseaux comme ça, plein d'accidents, bah, je devais refaire la prise derrière en disant bah, c'est dommage que tu ne se sois pas mieux synchronisé avec ton partenaire, parce que si tu avais mis la main un peu plus tôt sur le visage, ça aurait été magnifique. Donc je refais la prise, elle le refait, mais ça ne marche plus, quoi. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai tourné Petit Quinquin avec le commandant, il était incapable de mémoriser son texte, de fait, donc il fallait trouver une solution. La solution, bah, c'était l'oreillette. Donc dans l'oreillette, on lui soufflait son texte, et moi je ne me gênais pas pour lui dire, bah, tiens, tourne de toi, dis-lui ceci, dis-lui cela. Donc j'ai vu qu'il y avait une possibilité de direction d'acteur à l'intérieur de ça. Et je me suis aussi aperçu que le tournage donc, était totalement découpé, puisqu'on lui donnait son texte par morceaux, et ben le montage arrivait à sauver tout ça. C'est-à-dire qu'on ne se rendait même pas compte qu'il était monté, quoi. Et donc depuis, bah, j'ai adopté cette oreillette systématiquement à tous les acteurs pour justement leur souffler. D'abord les délivrer du texte, parce que le but de jouer, c'est pas de mémoriser un texte, c'est pas ça ce qui fait le génie d'un acteur. C'est ce que dit Depardieu pour ne pas l'apprendre. Voilà, tout à fait. Souvent ils ont des pancartes en chant où ils ont leur texte. Donc ça permet d'avoir une souffleuse qui est là, qui souffle, ou pas,
au besoin. Donc l'acteur est libéré de ça. Moi, j'ai quitté le plateau depuis très longtemps, je ne suis plus sur le plateau, je suis devant mon combo et mon oreiller et mon micro, et je parle à l'acteur quand il joue. Et il y a des aubaines incroyables. Quand il joue, il se passe plein de choses absolument possibles, et l'acteur apprend ça, c'est-à-dire qu'il apprend, donc ça ne retire rien à son travail, mais au contraire, ça lui ouvre des portes, des opportunités. Et bon, la plupart des acteurs avec qui je fais ça pose pas de problème. Lucchini réclame son oreillette. Mais il faut une certaine habileté, parce oui. que il faut arriver à faire quelque chose pendant qu'on vous dit quelque chose dans l'oreille. Tout à fait. Ce qui demande pour le coup une agilité. Oui, mais moi, je ne parle pas pendant qu'elle parle, ou qu'il parle, mais je peux lui suggérer des mouvements, surtout un regard, voilà. Regarde-le, lève les yeux, je suis au bon je sais, le tempo, je l'ai, quoi. Toc, toc, toc. Moi, quand j'ai vu Adovich, quand elle se recueille à un moment donné dans l'hôtel, c'est trop long. Donc j'ai vu un micro, je dis vas-y, va-t'en, c'est bien, voilà. Alors, on peut refaire la prise, on peut couper, on a d'autres solutions, on peut couper, etc. Mais moi, je trouve que la direction d'acteur, c'est noble, c'est beau, et puis pouvoir diriger un acteur pendant qu'il joue, c'est vraiment extraordinaire. Et puis ils sont très très heureux, je sais pas, vous pouvez leur demander, ils sont pas mal heureux parce que je leur parle pendant la prise. Ils deviennent des instruments pour le coup. Mais non, mais pourquoi vous avez toujours des mots désagréables? Non, instruments, c'est pas du tout désagréable. Si, c'est pas des instruments, ce sont des acteurs de cinéma. Voilà. D'accord, mais je pensais plutôt, je pensais plutôt qu'il devenait presque un instrument au sens instrument de musique, c'est-à-dire que, oui, c'était ça. Non, mais ce sont des virtuoses avec un chef d'orchestre, voilà, qui est là, et l'intervention est noble, c'est le métier, donc c'est très différent du théâtre. Au théâtre, l'acteur est lancé comme ça pendant 1h30, et il est autonome. Au cinéma, non. Au cinéma, c'est un art de l'acteur. Et la beauté d'un film, c'est la relation entre le metteur en scène et son acteur. C'est pour ça qu'il y a des acteurs qui sont extraordinaires dans certaines mains et pas dans d'autres. Pas pourquoi? Justement, c'est cette relation très mystérieuse, extraordinaire, qui fait la créativité et l'acteur, en fait. Moi, j'adore la direction d'acteur. C'est ce que disait Jean Benoît. Que quoi qu'il arrive, le plus important, ce sont les acteurs. Ah oui, puis ils aiment beaucoup être dirigés. Ils ne demandent que c'est ça qu'ils attendent. En fait, ils sont souvent désemparés parce qu'on ne leur parle pas. Et souvent, ils jouent comme ils sont parce qu'on ne leur dit pas autre chose. Mais moi, j'essaie de ne pas faire trop de psychologie en amont, mais dès qu'ils jouent, je leur suggère des choses, je leur parle. Vous l'entendez pas, mais je leur parle tout le temps, en fait. Et quand est-ce que vous avez commencé à recevoir des sollicitations d'acteurs pro? Je ne sais plus, assez vite. Assez vite. Juste après l'Humanité? Après les Moi, je sais pas, Nannies de je Cannes? me souviens plus. Non, mais, si vous voulez, mais moi, il y a plein d'acteurs professionnels avec qui je veux bien tourner. Mais il faut le rôle, en fait. C'est ça mon souci, c'est de trouver Pour moi, un acteur ne peut pas tout jouer. Il a un acteur, un être, en fait, il a une couleur, il faut quand même qu'il y ait des correspondances. Et par exemple, Juliette Binoche, si elle m'entendait dire ça, elle dirait non. Elle dit qu'un acteur peut tout jouer. Elle pense que oui. Moi, je pense que non. Je pense qu'elle a son spectre, qu'elle est dans des couleurs comme ça, mais je pense qu'elle a bien raison de penser ça. C'est la noblesse de son métier, etc. Donc, je voudrais revenir un tout petit peu à la mise en scène, parce que ça m'a étonné quand vous avez dit assez vite tout à l'heure, des fois là, dans la vie de Jésus, je trouve que la caméra n'est pas placée au bon endroit. Alors que ce qui se dégage, et c'est pas du tout une flatterie, c'est plutôt la maîtrise quand même, surtout pour un premier film. Maîtrise qu'on a l'impression presque que vous avez essayé par la suite, peut-être de détraquer un peu, qu'elle se voit moins. Et quand Émilie parle de Bresson, oui, là on se dit, lui il a bien vu Bresson, et puis là, en fait, il en fait quelque chose. Donc ça aussi, je pense que vous avez essayé peut-être de l'assouplir et de le détraquer, tandis que là vraiment vous faites des plans de paysages, de je suis encore en train de paysagisme. filmer des actions, c'est vite, on suit derrière. Aujourd'hui, on ne suit plus derrière. Au contraire, aujourd'hui, les acteurs rentrent dans le champ technique. C'est-à-dire que ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que ce soit très bien filmé,
très bien joué, j'entends, mais très bien filmé aussi. Et le très bien filmé est une contrainte. C'est-à-dire, ça, on ne peut plus laisser deux acteurs l'un en face de l'autre, parce que la caméra va venir tout de suite devant, va vous empêcher de voir votre partenaire, parce que si on veut bien filmer l'axe de vos yeux, finalement, il faut qu'on prenne sa place, donc on l'enlève. Et ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup, justement, cette façon de mettre des marques partout, de mettre des couleurs sur la caméra et de dire, regarde. C'est pour ça que quand j'ai le micro, je dis rouge. Donc l'acteur regarde rouge, jaune. Il regarde jaune, et vous voyez tout son regard qui bouge. En fait, il est toujours très près de la caméra, mais du coup, ça donne un rendu absolument extraordinaire. Alors que si je lui disais, bah, regarde là à gauche, et ben, il regarde là à gauche comme ça. La caméra, vous voyez, le regard est fuyant. Donc pour éliminer le fuyant, et pour être beaucoup mieux maintenant à l'intérieur des regards, pour rentrer dans les regards, bah, j'empêche en fait le jeu naturel de deux partenaires. Je viens mettre ma caméra au milieu, je mets plein de couleurs autour, et je lui donne des indications. Il y a plein de regards caméra, des bords du cadre. Et voilà, quand je lui dis, bon, à ce moment-là, tu baisses les yeux, bah, le baisser des yeux, il est réglé. Je ne dis pas, tu baisses tes yeux, puis elle baisse trop ses yeux. Non. Le baisser des yeux, c'est le scotch vert qu'on a vérifié, et son baisser des yeux, il est encore visible par le spectateur. J'ai trop souvent filmé quelqu'un qui baisse les yeux, on ne voit plus ses yeux. Donc la caméra, si vous voulez, dans toutes les indications psychologiques qu'on peut donner à quelqu'un, même entre deux, le meilleur exemple, c'est ces deux acteurs qui s'embrassent. Bah, c'est vraiment tordu à tourner, quoi. Donc pour bien tourner, bah, je leur donne l'heure, 11h, 9h, mettez-vous à 8h, 7h, 6h, 5h, ils s'embrassent et moi je parle d'heure. Et vous avez les visages qui se tournent, et c'est super bien filmé. Hein. Mais je leur dis pas, vas-y, tu m'embrasses, tu l'aimes, on s'en fout. C'est très mécanique. Donc et c'est ça que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai grand plaisir, si vous voulez, à rentrer dans la technique. Donc c'est très confortable pour les techniciens, puisque ça leur donne une place. Mais du coup, je pense que la caméra, quand je dis que la caméra est au bon endroit, c'est qu'elle rentre dedans et l'acteur, il est au cordeau, quoi. Surtout les regards, c'est très important, les regards. Toujours une question de mise en scène, les scènes de sexe. Les scènes de sexe dans votre cinéma sont souvent, évidemment, reliées à des histoires d'amour, pour exprimer des sentiments qui sont parfois elliptiques, parfois pas forcément dits, et vont au-delà des mots. C'est-à-dire que là, on voit les inserts, qui sont des inserts pornographiques. J'ai l'impression que ces scènes-là, qui étaient très frontales, très naturelles, entre guillemets, ont quitté votre cinéma. C'est-à-dire que, est-ce que je me trompe en disant que progressivement, vous avez cessé de filmer du sexe cru à l'écran? Je ne sais pas ce que sera la suite. Hein. Non, mais je me souviens qu'on avait la question du sexe qui est très intéressant, c'est comment le filmer en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le filmer. Bon, une fois que vous l'avez filmé, vous dites, bon, bah, d'accord. Mais ça m'intéresserait de me pencher sur cette question, mais il y a des choses que j'ai pas envie de faire. Bon, ce que j'ai fait là, je ne le ferai plus. Quoi. Je l'ai fait, donc je vois. Donc la sexualité m'intéresse, mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment, et surtout aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi l'état des mentalités. Il y a aussi, c'est important quand on fait du cinéma de savoir ce que les gens peuvent voir, ne pas voir, ce qu'on peut transgresser ou pas. Donc j'en sais rien, je m'interdis pas de le faire, pour l'instant ça m'intéresse pas. Mais l'état d'esprit dans lequel vous étiez en 96, est-ce qu'on peut rapprocher, par exemple, Biraudy a cité Godard il y a quelques jours à la radio en rappelant Godard en disant la guerre c'est simple, c'est un morceau de fer qui rentre dans un morceau de chair. Est-ce que pour raconter une histoire d'amour à cette époque-là, il fallait qu'il y ait une scène de sexe crue comme ça? Bah oui, sans doute puisque je l'ai fait. Mais je pense que voilà, aujourd'hui je pense peut-être pas. Mais je me poserai la question. Voilà, c'est que c'est quand même un endroit tout à fait particulier, tout à fait passionnant. Mais on sent que la caméra, il y a quelque chose qui va pas, quoi, qu'il y a d'une certaine façon de trop. Moi, j'aurais tendance à filmer de loin, par exemple. C'est-à-dire de faire des scènes de sexe de loin, du coup. C'est-à-dire En fait, c'est difficile pour le spectateur. Donc je trouve... Je cherche moins, je ne sais pas si je cherche, mais bon... Je pense que dans mon prochain film, je vais filmer ça de loin. Parce qu'il faut en même temps que ça ait lieu,
dans l'histoire, donc ça se passe dans une histoire, et après vous mettez votre caméra, vous pouvez faire ça et tomber à filmer les petites fleurs qui sont à côté, quoi. Mais pourquoi pas? Comme la tournante dans Flandre. Oui, non, mais on peut rentrer dans une forme de poésie, de narration, à partir de tout est possible. Il faut savoir, vous savez, on filme comme on est, quoi, en fait. Voilà. Est-ce que ça m'intéresse? Bah, la preuve que non, puisque je ne l'ai pas fait. Ça ne m'intéresse pas. Mais dans la vie de Jésus, c'était aussi une forme de cohérence. C'est-à-dire que comme le film, globalement, même si c'est un naturalisme très fabriqué, très travaillé, était plutôt du côté du naturalisme, on se disait, ben ça, j'ai pas eu envie d'éteindre la lumière. Ouais. C'est-à-dire soit faire du faux comme on fait d'habitude, soit faire du off ou de mettre en l'ombre. Il y a, disons, une crudité de représentation qui est cohérente, qui va bien avec le reste du film. Il faut que ça tienne le coup avec le reste, en fait. C'est ça le critère. C'est pas que... Il n'y a pas d'interdit, en fait. Vous pouvez tout faire. Mais il faut que ça s'harmonise, en fait. Il faut que ça vienne bien, il faut que ça tombe bien. Voilà. Et c'était tellement compliqué à tourner, quoi. C'est gênant à tourner, c'est pas agréable à tourner. Bon, il y a tout pour pas le faire, quoi. Mais ça peut être un sujet, pour ça on verra, j'en sais rien. Ça peut être un sujet, je pense que. Mais bon, c'est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mise en scène, c'est comment mettre ça en scène, mais à la limite, bon, j'ai pas trouvé, donc comme j'ai pas trouvé, ben, je le fais pas. Vous êtes passé à autre chose. Bah, il y a toujours des gens qui s'aiment, hein, donc ils ont forcément envie de passer par là à un moment donné ou un autre, quoi. Mais on n'est pas. Ce qui est formidable, c'est l'ellipse, hein, au cinéma. Bah, l'ellipse, j'adore, quoi. Donc vous pouvez faire une ellipse, mais on peut faire aussi une ellipse des sentiments. J'ai beaucoup de personnages qui ont des ellipses de sentiments, qui n'en mettent plus, même dans Flandre, par exemple, il leur manque le 3/4 de l'humanité, quoi. Ça m'intéresse de filmer des êtres altérés, voilà. C'est pour ça que le naturalisme ne convient pas du tout, en fait. C'est pas du tout, c'est un faux naturalisme. Tout est faux, quoi, en fait. Et je suis plutôt parti là-dedans, quoi. C'est-à-dire, je suis plutôt parti dans cette veine-là, et pas du tout à vouloir faire de la sociologie. Ça, on pourrait le dire aussi dans France, hein, avec tous les plans au transflex, tous les déplacements en voiture où on voit les paysages défiler qui sont un artifice. D'ailleurs, tous les paysages dans Flandre sont complètement factices, antinaturalistes, sauf celui du mausolée de la jeune fille, où on voit là, on retrouve le Nord, où il y a ce plan génial de Léa Seydoux qui redécouvre un paysage qui lui parle, quoi. Parce que je pense qu'on ne fait que de la représentation. Le cinéma, ce n'est que ça. Du début à la fin. C'est de la représentation. Non, de la représentation. C'est-à-dire que c'est un réel qui est transfiguré dans quelque chose d'autre pour nous le donner à voir. En même temps, c'est le réel que vous allez voir dehors en sortant d'ici. Le film que vous venez de voir. Mais c'est représenté. Comme France. France, c'est aussi une représentation, mais c'est pas sociologiquement exact. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la représentation. Et l'acteur non professionnel, il me donne dans sa gaucherie, par exemple, quelque chose de représenté. C'est-à-dire qu'il est plus normal. On dit, tiens, il est bizarre comment il joue. Il est sur une voie poétique. Il part sur une voie poétique, de mon point de vue, qui est tout à fait fructueuse, qui génère de l'artistique, et donc qui commence à nourrir le spectateur, et lui à trouver chaussure à son pied, si j'ose dire. C'est un échange. En tout cas, moi, en tant que spectateur, c'est comme ça que ça se passe. Plus c'est transfiguré, plus je suis content. C'est quoi le gros trait au cinéma? De quoi? Le gros trait. Le gros trait du cinéma, c'est-à-dire? Je sais pas, vous employez souvent un vocabulaire qui est relatif à la peinture, au dessin. Mais parce que la peinture a beaucoup d'importance dans vos façons de travailler. C'est-à-dire, le seul endroit où vous pouvez méditer une image, c'est l'image peinte immobile. Le cinéma, c'est compliqué, ça avance tout le temps. Donc c'est très difficile d'arrêter un film et de penser un film, de mon point de vue. Moi, j'ai beaucoup de mal à penser des films, en fait, j'y arrive pas. Parce qu'un film, ça dure 2 heures, ça dure 1 heure et demie, c'est quelque chose qui avance tout le temps. Quand vous regardez une image peinte, vous avez le temps de vous poser la question de beaucoup de choses, sur le cadre, sur la composition, sur les couleurs, sur l'acteur, sur la gestuelle, enfin sur plein de choses. Donc c'est comme un plan de cinéma qui s'arrête. Donc je lis beaucoup comment dirais-je, de livres sur cette question-là, parce que ça me permet, quand je fais un plan, je fais une image, en fait. Alors il faut en même temps surtout pas faire de la peinture. Il faut faire attention.
Mais voilà, moi je fais de l'image, c'est-à-dire je dois inventer des images. Et l'image, elle doit être, comme en peinture, une représentation. Et c'est plus facile de rentrer dans une peinture que dans un film? Non, mais c'est plus facile à méditer, et puis ça se transporte mieux. Et pourtant, ça se transporte mieux, et pourtant une peinture, on voit bien la matérialité, on voit bien que c'est un cadre de bois avec une toile. Oui, mais c'est comme un roman peut aussi... Oui, mais moi je me nourris du cinéma ailleurs. C'est-à-dire je vais souvent ailleurs, hors du cinéma, pour venir au cinéma. Je ne suis pas un cinéaste cinéphile. C'est-à-dire le danger de la cinéphilie, quand vous êtes cinéaste, c'est de commencer à copier, à reproduire en permanence. Il y a beaucoup moi j'ai eu quelques étudiants et j'ai essayé de les empêcher, de leur montrer qu'à un moment donné, il faut couper, quoi. Donc c'est assez contradictoire, parce que moi j'ai beaucoup appris en regardant ici d'ailleurs des films, des autres, donc j'ai beaucoup appris en regardant, mais à un moment donné, il faut couper, et puis il faut inventer quelque chose d'autre et de neuf. Ça se voit d'ailleurs dans la vie de Jésus. D'ailleurs, vous en avez parlé au moment de l'ouverture de cette rétrospective, mais quand on voit votre premier film, c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, il a vu beaucoup de films muets. Voilà, parce qu'il y a un sens du plan, vraiment là, qui pour le coup vient du cinéma muet, de la composition. On se dit, il a vu beaucoup de films, même si vous dites que vous n'êtes pas un cinéaste cinéphile. Non, je l'ai été. C'est-à-dire, quand j'étais étudiant, j'ai vu beaucoup de films, et quand je suis devenu cinéaste, j'ai arrêté, enfin, je vois toujours, mais c'est plus nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de nourrir mon travail pour lui donner... Voilà, quand j'ai commencé à faire du comique, il fallait que je sois prêt. J'ai envie de le faire, mais je ne voyais pas ce que je pouvais faire. Je pensais que je devais aller chercher les comédiens comiques du cinéma français et le faire avec. Et j'avais pas envie, en fait. Quand vous parlez de représentation, et vous parlez aussi d'ellipse, s'il y a une caractéristique de votre cinéma, je trouve, et d'ailleurs on vous le reproche parfois, et vous vous en expliquez encore récemment dans une interview que vous avez donnée au Monde, vous dites par exemple dans France, comme je trouve que la situation est intolérable, en gros, ce qu'on nous fait subir en tant que spectateur est intolérable, j'ai décidé de frapper fort et d'aller loin, disons, de mettre le curseur assez loin dans le côté répétitif, puisque la télévision c'est aussi ça, et avec des chaînes actu, alors là c'est carrément du continu. Alors vous faites une comparaison que j'ai trouvée très judicieuse, je n'y avais pas pensé, vous dites le boléro de Ravel, vous dites voilà, l'insistance de la petite phrase musicale qui revient. Est-ce que cette comparaison musicale, ça allait particulièrement bien pour ce film-là, le dernier film? Bon, en tout cas, ça explique pourquoi c'est ce que disait Ravel de son boléro. Je sais bien que c'est bête, mais bon, finalement, c'est pas mal quand même, quoi. Et c'est vrai, donc il fallait le trouver. Le bête peut être productif. La preuve, on voit beaucoup de choses bêtes, et puis on regarde, quoi. Voilà, et ça se répète, et voilà. Donc, moi, le répétitif m'intéresse, parce que je pense que la vie, c'est ce qu'elle dit dans Franc, la vie sans se répéter jamais est toujours la même, en fait. J'ai pas peur de la répétition. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut approcher, et il y a des correspondances entre justement les genres musicaux et même le cinéma, ou le refrain. Voilà, on peut faire un refrain au cinéma. Un acteur peut répéter la même chose, il peut refaire la même chose, et on touche justement à des mécanismes plus contemporains, justement, où ça ressasse, où ça revient. Mais Peggy, c'est ça, là, tout l'art de Peggy, c'est quand même la répétition. Il répète toujours la même chose, et puis du coup, ça devient de la musique. Vous n'avez plus la sensation que c'est lassant, c'est plus lassant. Ça commence à taper comme ça, et puis vous voyez que vous tapez du pied aussi en même temps. Quand vous tapez du pied, c'est répétitif. Hein. Mais ça scande, en fait, ça scande des émotions qui sont elles-mêmes répétitives. Quand vous aimez quelqu'un, c'est répétitif. Hein. Mais c'est bien, c'est beau. Donc c'est pas parce que c'est répétitif que c'est pas bien. Non, bien sûr, mais le cinéma se garde de ça, souvent. Cherche plutôt à faire oublier, quoi. Enfin, voilà, il a peur de lasser le spectateur, de l'ennuyer. Il ne faut pas l'ennuyer non plus, mais le spectateur, il est capable d'endurer aussi du répétitif. Je pense que, surtout en musique, bon, Christophe, il répète beaucoup. Voilà, et c'est beau.
Donc, en fait, c'est l'alliage général, il faut du répétitif et du non répétitif. C'est pour ça que je vous disais que c'était complexe, il faut à la fois faire un alliage d'un matériau assez composite, où vous avez des choses qui changent, vous avez des choses qui ne changent pas. Vous avez des sons hauts, vous avez des sons bas. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est justement de composer une orchestration générale avec du répétitif que j'ai mis devant dans France, mais que dans d'autres films, je peux bien altérer. Mais voilà, la complexité humaine fait que voilà, il y a un champ très très grand de couleurs et il faut jouer avec ces couleurs. D'ailleurs, à propos de musique, est-ce qu'il fallait rencontrer Christophe pour vous autoriser à faire de la musique extra-diégétique? Une musique qui arrive comme ça, qui explique? Oui, parce qu'il fallait, il m'a permis de baisser la lumière et lui il a monté. Donc ça permet quand même de descendre. Je sais que lui monte de l'autre côté, donc ça permet de rééquilibrer un film, c'est-à-dire de descendre assez profondément dans l'obscurité d'un personnage, sachant que de l'autre côté, Christophe il est en train d'allumer toutes les lumières. C'est formidable. C'est-à-dire que ça vous crée un équilibre absolument extraordinaire. Donc ça, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup justement à un salaud qui est beau, par exemple. Un mec, voilà, quelqu'un qui est très beau, mais c'est un salaud. C'est très intéressant. Plus intéressant que le contraire. Oui, ça, on comprend aussi dans la vie de Jésus, où finalement le bien, c'est juste qu'un mal diminué. Oui, mais même que le bien, je peux magnifier. Moi, j'ai toujours dit, je glorifie David. Enfin, Freddy, pardon. Ah, mais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Je sais bien, c'est pas bien, mais justement, parce que c'est pas bien, il faut le glorifier. Et le spectateur, il a quelque chose à résoudre, le spectateur. Et c'est ça qui est magnifique dans ce jeu entre le spectateur et ceux qui le regardent, c'est qu'il a quelque chose à faire, qui n'est pas fait, que je ne fais pas pour lui. Moi, c'est ce que j'attends d'un spectacle, c'est de prendre ma part et de m'articuler sur ce que je regarde pour être le vainqueur. Le vainqueur, c'est le spectateur, le film. C'est pour ça qu'on peut lire Céline. Hein. Mais que l'auteur soit un salaud, c'est pas un problème, pas de mon point de vue. Il faut que le sauvetage ou que la gloire soit celle du spectateur, surtout. Ah, parce que si c'est le contraire, là, ça va plus. Mais ce que je veux dire, c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut parfois... Céline est un très bon exemple. Mais c'est-à-dire que vous exigez beaucoup du spectateur, vous comptez sur lui presque pour regarder le spectacle, mais le fabriquer, c'est-à-dire faire son boulot de spectateur. Il est partie prenante. Ça part. Il est partie prenante, il est déterminant dans la finition du film. C'est-à-dire que le film a besoin du spectateur pour finir. Parce que moi, mes plus grandes expériences de spectateur, c'est ça, c'est moi qui ai fini et c'est moi qui ai achevé. Quand j'ai vu les 9 heures de Shoah, justement, ça m'a sacrément construit. Hein. Moi, ça me construit, c'est-à-dire que il y a des choses, la vision du mal peut me construire, parce qu'il y a quelque chose en moi qui se fait, et je lutte, en fait. Et quand je lutte, je me muscle. Je me muscle l'âme, et je suis plus fort. Pas pour dire, ah bah non, c'est pas bien, mais parce que j'ai compris quelque chose. Moi, de regarder des nazis comme ça, qui racontent leur vie, comme ça, gentiment, avec un café crème, ça m'apprend quelque chose. Alors que on pense souvent que c'est pas bien qu'il y ait un risque. Je pense pas qu'il y ait de risque. Il faut pas penser ça. Il faut pas justement empêcher les spectateurs d'accéder à cette représentation du mal sous prétexte que, du coup, il ferait le mal. Ah non, pas du tout. Enfin, la preuve, vous l'avez, ça fait 20 ans qu'on fait, qu'on fait des choses plutôt divertissantes qui ne construisent pas. On voit quand même le résultat. Alors Benoît Dumont, je ne sais pas si je poserai cette question à quelqu'un qui n'est pas un ancien prof de philo, parce que j'aurais peur de la réponse, mais c'est quoi le mal? C'est la diminution du bien. Voilà. Dès que le bien commence à décroître, c'est le mal qui commence. C'est facile à comprendre en fait. C'est un petit curseur, ça monte et ça descend. C'est le même. Voilà. Vous descendez dans le mal, vous arrivez dans le pire, et si vous montez, vous pouvez monter dans le bien. Il y en a un personnage, voilà, moi j'ai des personnages qui sont comme ça, qui passent de l'un à l'autre. Alors Freddy, j'ai descendu dans le mal, à la fin j'ai poussé le curseur, un tout petit peu, pas beaucoup, je suis à +1, il commence à avoir un truc, on ne sait pas s'il a compris,
Mais ce petit mouvement-là, c'est le petit mouvement, voilà, cette espèce de petit sursaut là qu'on donne, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'aime beaucoup Victor Hugo. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand Jean Valjean devient Monsieur Madeleine. Voilà. C'est comment on devient Monsieur Madeleine. Eh bien Monsieur Madeleine, c'est d'abord Jean Valjean. C'est ça le mal. Ben, le mal est en nous. Aucun problème. Mais on doit se sortir de ça. Et la culture sert à ça. Justement, elle sert, dans des salles de spectacle, à se dresser, voilà, à apprendre, à se constituer. Et donc c'est très important. C'est pour ça que je dis que l'image est sacrée, parce que c'est très important, parce que l'image permet justement de ne pas rentrer dans la violence, parce que la violence, elle est ici. Ici, c'est canalisé, vous savez, c'est du cinéma, de toute façon. Donc il y a quelque chose de faux. Voilà. C'est faux. C'est du faux qui fait du vrai. Voilà. Et la télé, elle fait du vrai qui fait du faux. En fait, c'est ça que je dis. C'est très simple à comprendre. Parce que le processus de c'est fabrication. représenté. C'est représenté. Voilà, il y a un travail de représentation. C'est pas un documentaire sur un petit gars du Nord. Non, pas du tout. Tout est faux. Donc c'est une représentation de la présence du mal chez quelqu'un et qui est transcendée par l'amour en plus. Parce qu'il est jaloux en fait. C'est pour ça qu'il tue. Oui. Ben oui. Et ben, C'est très clair. Oui. Et ben voilà, ben pourquoi on frappe, il y a des hommes qui frappent et qui étranglent leurs femmes. Toutes ces histoires qu'on entend, c'est quoi? La cause, c'est toujours l'amour. Et bien ça, l'art est capable de nous sortir de ça, je pense. Modestement, je pense que, voilà, il peut se substituer, il faut qu'on se décharge de ça. On peut le faire dans le sport, très bien, mais s'il n'y a pas d'art à côté du sport, ça ne sert à rien. Alors aujourd'hui, on fait tout dans le sport, ils sont tous habillés en tenue de sport, mais le problème, c'est qu'il manque l'autre côté, quoi, si vous voulez. C'est ça le problème. Moi, j'aime beaucoup le sport, hein. Mais si vous voulez, il faut construire un individu aussi avec sa vie spirituelle. Voilà la petite pierre. Et en même temps, quand on regarde votre filmographie, et puis les rétrospectives, ça sert aussi à ça, il y a des sujets très contemporains, la vie de Jésus, France, le premier et le dernier film, où on sent que vous vous attaquez là où ça fait mal, justement. Vous insistez là où la société est détraquée. Et puis, il y a des rêveries qui sont complètement autres. Jeanne d'Arc, par exemple, c'est complètement autre chose. Pas tellement. Enfin, alors en quoi pas tellement? Parce qu'il n'y a pas de différence entre Jeanne et France. C'est une sorte aussi d'héroïne. France, c'est une héroïne. C'est une anti-héroïne qui s'héroïse, finalement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui persévère dans quelque chose de pas bon et dont elle est la vedette en plus, et qui va se redresser, mais comme Freddy, pas beaucoup, à la fin, minuscule, mais quand même. Et ben voilà. Et donc c'est même plus un portrait de femme, mais même plus un portrait humain. Moi je m'identifie à elle, je pense que tout homme peut s'identifier dans France, parce qu'elle est très moderne en fait. C'est la modernité du monde d'aujourd'hui, avec les réseaux, le numérique, cette espèce de narcissisme permanent, dont elle est, mais qu'elle transfigure à sa façon, là je reparle de transfiguration, qu'elle va traverser, mais sans devenir Mère Teresa. C'est terminé tout ça, Mère Teresa, tout ça. La sainteté, elle est dans l'humanité, voilà. Il se sanctifie un peu, Freddy, à la fin. Voilà, c'est ça la sanctification. Bah, c'est simplement, pleurniche un peu, voilà, sur ton sort, mon gars. Et puis, voilà, quoi. Mais il le fait pour nous. En même temps, il n'existe pas, Freddy. Donc c'est pas quelqu'un, on regarde pas quelqu'un, on dit, dis donc, Freddy, c'est pas... On ne fait pas de la sociologie. C'est chacun d'entre nous qui est en train de, comme ça, de se morfondre dans son fossé et se dire, putain, merde. Voilà, c'est ça le cinéma. C'est pas de la sociologie. Mes personnages, même France, n'existent pas. Les journalistes, comme ça, ils sont tous en train de crier, oh là là, comment ils nous montrent. Mais c'est même pas vrai, c'est même pas ça. C'est chacun d'entre nous, je pense. Aujourd'hui, comment on est aujourd'hui. Voilà. C'est ça que je fais au cinéma. Enfin, j'essaie de faire, de représenter ce qu'on est. Et du coup, c'est très important pour vous d'à chaque fois d'intégrer comme ça un sureffet de réel. C'est-à-dire que là, dans la vie de Freddy, il y a le sida. Il y a même Nirvana. Il y a même un jeune garçon qui chante en playback Rape Me dans son Walkman. Donc ça inscrit le film quand même dans son époque. Oui. Parce qu'il faut de la vraisemblance. Il faut un vernis, une espèce d'apparence pour accrocher. C'est comme France. Ça paraît à peu près comme ça que ça se passe. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Donc il y a une vraisemblance,
qui est accentué par les acteurs non professionnels, par le son direct, par les décors naturels. Je dis tout est faux. Mais c'est le moyen de transport, c'est-à-dire que le spectateur il peut se greffer sur ça, donc il peut y croire, parce qu'il faut qu'il croie en fait. C'est ça l'enjeu du cinéma, c'est la croyance. Si vous ne croyez pas en Freddy, bah, c'est terminé. Moi je me souviens dans la projection de l'Humanité, au bout de 5 minutes, il y a des gens qui sortaient en me disant mais votre inspecteur, comme ça, bah, vous l'avez vu où quoi. C'est vrai que l'inspecteur de l'Humanité, il est totalement fou. Quoi. Ça n'existe pas. Donc si je prends un type pareil pour faire un film policier, c'est que c'est un véhicule, c'est un moyen de transport pour aller ailleurs que dans la représentation sociologique de la vie des policiers, dont je me contrefous totalement. Ça, on avait bien compris, mais alors, est-ce que justement, vous pensez que vous aviez poussé un peu le curseur du non-réalisme de ce personnage de flic. Voilà. Donc je pousse aussi pour le dire au spectateur de ne pas penser qu'il est en train de voir quelque chose, donc c'est vrai, et voilà. Lui dire, bon voilà, donc il y a à la fois du vrai, il y a à la fois du faux, donc c'est pour l'équiper en quelque sorte, qu'il soit prêt à voyager en voyant très bien ce qui correspond au réel, mais en même temps c'est comme de la poésie, il y a un niveau poétique qui est là, qui n'empêche pas la vérité, au contraire. La vérité, c'est un mélange. En fait. Il faut que ça se mélange, et c'est vrai que c'est un pacte. Vous pouvez décrocher. Je prends un risque, hein, c'est-à-dire le fait de procéder comme ça, je prends le risque du spectateur qui dit qu'est-ce qu'il nous raconte là. Mais qu'est-ce que c'est que cette journaliste? On n'a jamais vu de journaliste comme ça. C'est quoi? C'est le risque. Mais je préfère prendre ce risque-là de la représentation que d'aller filmer une journaliste. Mais en même temps, on peut faire un très grand film. Chacun, tout est possible, hein, mais moi, mon truc, c'est pas ça. Pour préparer cette rencontre, moi, j'avais relu un entretien avec les Straubes en 97, au moment de la sortie de leur film Du jour au lendemain. Je voudrais vous citer Jean-Marie Straub, que vous appréciez, au sujet justement de la relation au spectateur. Nos films laissent les gens libres, par conséquent libres aussi de quitter la salle. Ils ne les ficellent pas sur leur fauteuil, ils font pas les putains respectueuses, ils pratiquent pas la séduction et ils ne traitent pas les gens en cochons payants, mais en citoyens. Ça vous parle? Ça me va. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas un travail de pute, quoi. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai de l'estime pour le spectateur, c'est-à-dire, mais je ne le flatte pas, je lui fais pas des petits guizous, etc. Justement pour le faire tenir, je l'estime, je vais droit devant. Je fais ça sincèrement, vraiment sincèrement. Je l'avais déjà dit, je le fais sincèrement. Je filme Freddy, voilà, droit devant. Et voilà, et c'est ça l'estime. Pour moi, c'est ça estimer un spectateur. Sans forcément, voilà, estimer quelqu'un, bah, c'est être droit, rigoureux, et voilà, et aller sur son chemin et le tenir. Moi, j'ai besoin du spectateur. Donc mais je ne vais pas non plus, parce que j'en ai besoin, lui faire comme ça, lui mettre des petites fleurs. Non, il faut... En même temps, utiliser une image de Macron ou embaucher Blanche Gardin, c'est un peu biguizou-guizou. Bah, vous voyez ce que j'en fais. Ce qui compte, c'est ce que j'en fais. Non, mais je pense qu'il fait... Oui, il y a une éthique, en fait, je pense. Moi, je pense qu'il y a des cinéastes, ils sont limites, quoi. La façon de mettre en scène, voilà, de faire des films, c'est limite. Justement, dans la flatterie du spectateur, c'est limite. Mais en même temps, on est libre. C'est-à-dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et la liberté, c'est ce qui est le plus important, je pense. Donc c'est pas à moi de dire, faut faire comme ça. Moi, je dis, je fais comme ça. Et si un autre cinéaste veut faire autrement, il fait comme il veut. Non, mais bien sûr, vous ne donnez pas de leçons, mais vous considérez tout de même que de ce point de vue-là, la représentation est aussi une affaire, peut-être pas de morale, mais d'éthique, voilà. Et même de morale. Je pense qu'il y a des grands cinéastes très respectueux, parce qu'ils ont une éthique de mise en scène. On voit très bien qu'ils savent tenir, ils tiennent, ça tient, quoi. Ça tient moralement, et l'acteur tient, parce que le film tient. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tenue à l'égard du spectateur qui est absolument magnifique, alors qu'il y a des films qui sont que des films de consommation courante, qui sont là uniquement pour l'exploitation, pour la consommation et pour l'argent. Donc c'est pas noble. Donc je pense qu'il y a des cinéastes nobles et des cinéastes qui ne le sont pas. Quelques questions dans la salle, peut-être? On va vous donner la parole.
Je me retourne, vous êtes toujours là, c'est bon signe, oui. Bonsoir. Je me demandais, ça ressemble à quoi un scénario de Bruno Dumont? C'est une épure, c'est très pictural, voilà. C'est très littéraire, parce que je pense que le genre scénario est tellement pauvre, action, description, dialogue, que moi j'ai du mal à écrire d'abord comme ça. Je le fais après dans le découpage technique, mais pour moi la forme la plus évoluée et la plus fructueuse de l'écrit, c'est la littérature. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez écrit votre petit roman, il ne s'agit pas non plus de l'adapter, mais le roman permet, si vous voulez, d'explorer les personnages, d'explorer les actions, d'explorer les dialogues, mais après je le mets au rencard, en fait. Mais au moins la littérature me permet de découvrir mon histoire. Le scénario de la vie de Jésus, je l'avais écrit en ch'ti, pour me donner la petite musique, et que je connais le langage. Et aujourd'hui, c'est très littéraire, mais on est obligé de le retraduire pour le donner aux commissions, parce que ça passe pas. Qu'est-ce qu'il vous fait, pour qui se prend-il? Vous avez quelqu'un qui retraduit? Ouais. Qui retranscrit, en fait. Voilà. C'est-à-dire qui remet tout en style direct, alors que moi, je pars dans des figures... Je me souviens, le premier plan de deux flancs, j'ai dû écrire 3 pages. Bon, le plan dure 15 secondes, quoi. Et en fait, c'est un plan d'une ferme. Mais j'ai écrit un truc totalement tordu, qui allait dans tous les sens, mais au moins, il y a un côté un peu sorcier, si vous voulez. Il faut que je sois enivré pour avoir faim, en fait, et pour tourner une cour de ferme absolument moche. Mais je sais que la caméra, elle va transfigurer tout ça, et que ça va être beau. Et les dialogues, vous les écrivez aussi? Ouais. Et je ne donne pas aux acteurs, jamais. Ce qu'on donne, éventuellement, c'est la retranscription. Alors, si vous donnez aux acteurs, c'est terminé, parce que là, ils partent en vrille. Alors, c'est magnifique, etc. Ouais, ça commence ça devient du théâtre. Alors qu'il faut les empêcher, justement, pour que... Même mes dialogues sont des problèmes pour moi, en fait. Parce que c'est déjà dialogué. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est avant que ça parle, quoi. Donc je donne jamais un dialogue à l'acteur, je lui parle à l'oreille, je dis bah, tu lui expliques que tu l'aimes. Il se débrouille. Quoi. Alors il y en a qui inventent, il y en a qui font rien, il y en a qui font des baisers, il y en a qui font... Ouais, c'est justement la créativité de l'acteur dont on parlait, il y a non. L'acteur, c'est son travail. Hein. Il trouve quelque chose, une phrase. Non, c'est assez intéressant. Hein. Je trouve que ce qui n'est pas intéressant, c'est illustrer, d'avoir un scénario et le faire. Bon, c'est pas drôle, hein. T'as écrit ça, je le fais, l'action c'est ça, on le fait. Bon, moi ça m'embête. Hein. Donc si vous voulez, à la fois tout est prêt, voilà, les caméras sont là, le découpage est là, il y a un storyboard qui est là, mais quand on dit action, il y a une espèce d'impréparation, et c'est souvent les acteurs qui ne sont pas au parfum, et parce qu'ils ne sont pas au parfum, eh ben, ils génèrent des choses extraordinaires. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre au parfum. Si vous les mettez au parfum, ben, ils vous donnent votre texte. Bon. Ce que fait Léa Seydoux en France, elle improvise, par exemple. Plus ou moins. Mais c'est des situations faciles, hein, vous voyez, pas faciles. Si jamais elle a un prompteur, elle a vraiment un prompteur donc, pour faire quand elle est à l'antenne. Donc il y a des choses faciles, mais toutes les scènes avec Blanche, avec son mari, bon. Puis c'est découpé, donc la caméra elle va tourner pendant 10 secondes. Mémorise 10 secondes. C'est pour ça voilà, c'est très... Moi, je découpe beaucoup, en fait, pour délivrer l'acteur et pas le laisser partir, parce que si le problème du plan séquence, c'est qu'il y a tout à un moment donné où le rythme, ça plonge, quoi. Tu dis, il faudrait couper, quoi. Donc, je préfère beaucoup découper. Comme ça, au montage, j'ai plein d'opportunités, j'ai plein de possibilités. Alors, en termes de jeu, je ne sais pas très bien ce que je veux, donc j'ai essayé de leur donner 3-4 couleurs en intensité de jeu. Comme ça, j'ai ça dans la machine, et suivant le montage, je sais que j'ai la couleur blanche, le gris ou le noir. Et ça, le numérique a beaucoup changé. Ah oui. D'abord, je me suis mis à monter. Je monte moi-même. Vous montez sur un ordinateur, hein, ça va très vite. Hein.
Et quand vous avez vos propres images, c'est comme de l'écriture. C'est-à-dire, j'ai tous mes rushs, et ben j'ai Léa en blanc, j'ai Léa en gris, j'ai Léa en noir. Ben, j'essaie le noir, si je mets le gris, je regarde, je change. Et puis ça, je peux l'orienter, voilà, la rendre plus gentille, moins gentille, plus méchante, moins méchante, drôle, pas drôle. J'ai tout dans la machine. Pour ça, je ne sais pas, soit, parce que Lucky me disait, mais pourquoi tu ne sais jamais si c'est bien? Je dis, parce que j'en sais rien. Comme j'en sais rien, ben, je ne me décide pas. Il dit, ben, tu me le fais une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Et souvent neutre. Bon, tu le fais neutre. Et le neutre, c'est souvent ce qui, finalement, c'est étonnant. Hein. Mais, parce que on n'a pas d'idée quand on tourne du montage, en fait. Et le montage, le plan précédent, il est tellement puissant, il s'incline tellement dans le plan qui vient, que souvent j'ai des plans qui sont trop pleins, en fait. Ben non, il faut, j'ai dit tout à l'heure, il faut diminuer, soustraire, et le petit plan qu'on a fait comme ça à la fin, rien du tout, et ben, il démarre tout de suite. Donc si vous ne l'avez pas, et il ne faut pas trop intensifier quand vous tournez, il ne faut pas justement dire « Ah oui, on va faire un truc formidable ». Ben non, il ne faut pas faire un truc formidable tout le temps, quoi. Donc, le formidable, c'est d'être le film, mais un film formidable est souvent fait de plans qui ne sont pas formidables. Vous venez souvent sur la photo de vos chefs-op en post-prod? Ah bah oui. Bah, c'est pas genre... Non, mais on en parle beaucoup. Oui. On choisit la caméra, on compare les caméras, on regarde les couleurs. On fait des choix. Moi, tous les choix techniques m'intéressent, parce que ce sont des choix expressionnistes et artistiques, de trouver la tonalité, les couleurs de France, par exemple, ce qu'on a saturé, etc. Bon. C'est très intéressant. À chaque fois que je fais un film, voilà, on détermine la température des couleurs par rapport au sujet. Quand on a tourné la cathédrale d'Amiens, on a pris un champ au scope, on a vu qu'elle ne rentrait pas dedans, quoi. Forcément, sinon on ne va pas tourner en scope. Bah oui, donc des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on veut quand même que nos paysages viennent dans le plan. Là, on regarde les focales et dit, bah là, moi, j'aime assez ça, quoi. Et puis les techniciens, je pense qu'ils apprécient aussi que j'aille avec eux, en fait. Chercher la couleur qu'on va trouver, aussi bien pour les décors. Je montre très vite à la costumière les décors. Qu'elle n'aille pas me trouver des couleurs qui vont crier par rapport au fond dans lesquels je vais me trouver. Et donc je vois bien que quand elle choisit, dans Camille Claudel par exemple, les couleurs des robes, parce qu'elle a vu tous les décors dans lesquels le personnage va se trouver. Donc ça, il faut leur dire, quoi. Et même chose pour tous les postes, en fait. Autre question? Madame, vous êtes là. Un micro, puis monsieur. Deux questions. Un premier, c'est Ribet, Renoir, il a dit que le plus beau film est aussi, même si c'est fiction, c'est le grand documentaire sur ce qui s'est passé au tournage, et que vous avez dit que le film est une représentation, mais que quand vous avez choisi les AC2, par exemple, comme nature de cette représentation, vous pensez quand même que cette nature reste dans la représentation comme, disons, documentaire. Comme un arbre. Oui, comme un arbre. L'arbre que vous filmez, il est documentaire, il est de lui-même. Léa est pareil, il y a quelque chose d'elle qui est documenté. C'est son corps, son visage, sur qu'elle joue. Donc tout d'un coup, il y a un truc qui change, qui n'est plus documentaire, qui est le jeu. Donc le jeu, c'est un jeu avec le documentaire, en fait, comme un arbre. C'est-à-dire, les acteurs sont naturels, comme les arbres sont naturels. Donc il y a quelque chose de tout à fait homogène dans le fait de tourner. C'est pour ça que moi, je pense que j'ai tourné avec la nature de Juliette Binoche, quoi qu'elle en pense. Mais elle joue dans le même temps, je plaisante un peu, mais il y a quand même, sa couleur est là, quoi. Et vous la voyez, c'est comme Belmondo, si vous voulez, Belmondo, il a une couleur, et vous pouvez le voir partout, il sonne, il a sa couleur, quoi. Ça ne l'empêche pas d'être un comédien, il varie dans tous les sens, hein. Mais il y a quand même quelque chose de constant qui est là, qui est posé, voilà,
qui est la nature. On a tous des natures. Alors, ce que c'est qu'un artiste, c'est qu'il est capable de... C'est un virtuose. Il est capable de prendre des couleurs incroyables. Et deuxième question, vous aimez bien Jean Epstein et qu'on a fait hommage à Epstein ensemble au Japon aussi. Est-ce que vous... Je sais pas. Jeune. Vous êtes allé au Japon pour parler de Jean Epstein, vous Ouais. étiez invité par Ouais. Vous, Sakamoto. vous aimez toujours son cinéma. Est-ce que votre admiration est toujours pareille ou est-ce que ça a changé depuis parce que Epstein, à la fin, il a filmé que des gens... Voilà. Non, moi, je suis bouleversé par sa vie, en fait. Et c'est comme Braque. Braque, voilà, il a inventé le cubisme, donc il est rentré dans des formes absolument pas possibles. Il a fini par peindre des barques à Varangeville, en Normandie. Ça me sidère, ça. Epstein, c'est pareil. C'est un cinéaste assez mondain, qui a fait des très grands films un peu classieux, très beaux, très snob. Et tout d'un coup, il s'est arrêté et il a filmé justement des noms professionnels. Et Lord des Mers, par exemple, c'est un film qui me bouleverse, ces acteurs, comment ils jouent. Quoi. Et puis c'est fou en même temps, c'est une espèce de fausseté de jeu du non professionnel, mais c'est éblouissant. Quoi. Vous voyez Lord des Mers, voilà, un acteur, voilà, les non professionnels, ça fait longtemps qu'ils sont dans le cinéma en fait, hein, c'est absolument fabuleux. Quoi. Donc ce qui me touche, c'est son parcours. Voilà. Mais comme des peintres, Mondrian, enfin, c'est ces gens-là qui passent par des formes absolument de recherche, de couleurs, de composition, et qui finalement finissent par peindre la nature, toute simple. Un petit carrefour, un petit bosquet. Ce que j'aime bien dans la peinture, ce sont les motifs, par exemple. Vous voyez, on peut faire quelque chose de grand avec quelque chose de petit. Au cinéma aussi. Oui, mais voilà. Et donc au cinéma aussi. C'était une théorie de Claude Chabrol, par exemple, qu'il a écrit très tôt comme critique, c'est la théorie des petits sujets. Et voilà. Et je pense que la caméra, comme justement c'est un grand outil de transfiguration qui dépasse tout, il lui faut souvent du petit. Parce que quand vous filmez du grand, espèce de redite, c'est difficile. Quand j'ai tourné à Paris, par exemple, moi j'ai eu beaucoup de mal, surtout dans la devise, j'avais beaucoup de mal. Quand je voyais ce que j'arrivais à faire dans les Flandres, dans des plans de pâture, pardon. C'était vraiment extraordinaire. Pourtant, c'est une pâture, hein, et ça dégage quelque chose. À Paris, j'ai vu que j'avais du mal. Voilà, parce que Paris, c'est déjà pensé, c'est déjà de l'art, en fait. Il y a quand même des urbanistes qui ont fait. Donc, quand l'art filme l'art, ça fonctionne pas bien. Et ça, je le sentais dans la caméra, que quand je filmais des immeubles haussmanniens, la caméra, elle avait du mal, quoi. Elle sentait Haussmann, quoi. Et quand je filme une pâture, voilà, et un champ de patates, c'est plus tranquille. Et je vois que la caméra, elle glorifie une espèce de mouvement sacré, parce que quelque chose que je vois, hein, et pourtant, donc c'est pour ça que j'ai pas peur de filmer des choses un peu banales, dans l'espoir, parce qu'en même temps j'en sais rien, et justement, même la banalité ou l'ordinaire de l'Assez doux m'intéressait dans l'espoir, justement, que ça allait être fructueux et que j'allais justement, parce que je la laissais aller, descendre. Vous savez, le fameux plan là où elle est à la limite presque laide. En fait, non. Et j'avais vu que Pharaon de Winter était beau au cinéma, alors que c'est un homme ordinaire. Ni beau ni laid d'ailleurs, donc voilà. Mais il peut être transfiguré. Donc ça, voilà. C'est pour ça que je vous parle de transfiguration, et il faut savoir, quand on fait du cinéma, que ça transfigure. Donc il faut faire attention à ce qu'on tourne. Parce que voilà. Dans le cas d'Epstein, c'était aussi un double truc, c'est-à-dire qu'il voulait aller mettre sa caméra là où on n'avait jamais été avec une caméra, mais aussi enregistrer. C'est-à-dire on est au moment où le cinéma devient sonore, et il va filmer et enregistrer des gens que les Français ne comprennent pas. Et ça, c'est aussi toute la beauté et tout le mystique de ces films bretons. Epstein aussi avait dit une phrase un jour, c'est le cinéma met du Dieu partout. Et ça aussi, je pense que vous y êtes sensible. On n'a pas du tout abordé un petit peu dans le mal, etc. Mais ce nuage de déisme. Oui, mais le cinéma, par exemple, au Japon, c'est le cinéma japonais. J'avais jamais mis les pieds au Japon, qui me fait connaître le Japon. Il y a un film d'Ozu, de Mizoguchi, ça vous donne une connaissance, hors dehors du talent, des mœurs, de leur manière d'être, etc. C'est quand même, dans la connaissance de l'autre, quelque chose de très intéressant.
Donc on peut voyager aussi par ce biais-là. Et pour un occidental, le cinéma japonais, justement, il est très poétique immédiatement. C'est tout de suite du cinéma. C'est comme un film iranien, quoi. C'est-à-dire que ça poétise très vite. C'est plus facile. Comment ? C'est plus facile presque. Oui, c'est plus facile, oui. C'est pour ça que les cinéastes étrangers, ils ont plus de poésie naturelle pour nous Français que les Français. Pour nous Français, c'est plus dur. Parce que justement, on est Français. Alors que on peut, je vais pas dire des noms, on peut trouver extraordinaire un cinéaste étranger en fait qui est pas terrible, on trouve extraordinaire parce qu'il est étranger. Non ? J'exagère un peu. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est qu'il y a une poétisation immédiate. Voilà, que nous, il faut qu'on fasse un travail supplémentaire. Alors que si vous filmez un film tout de suite au fin fond du Kurdistan, il y a tout de suite quelque chose qui est cinématographique. Voilà, vous faites le plan, tac, tout de suite. Voilà, c'est magique, mais c'est comme ça. Alors après, bon, il faut quand même être bon, quoi. Monsieur ? Levez la main quand on voit qu'on vous apporte un micro. C'était pour savoir, quand vous êtes face à un acteur, ça fait 2-3 prises que vous tournez, il se passe rien, ça vient pas. Et là, vers quelle direction vous allez pour un petit peu... qu'est-ce que vous allez chercher à l'acteur, ce que vous avez pensé, les méthodes ou les habitudes que vous auriez développées? Je cherche... D'abord, je cherche à ce que ça se passe. Ça se passe pas, c'est rare quand même. Si moi, je fais des essais, tous les acteurs que je prends, je les essaie. Donc je sais un peu, il y a des acteurs avec qui ça ne se passe pas. Et je le sais aux essais, je me rends compte qu'il n'arrive pas en fait. Je lui donne une indication de jouer une scène d'engueulade très simple, action, il n'arrive pas, quoi. Il ne sait pas le faire. Donc voilà. Donc je ne pars pas avec des gens dont je n'ai pas vérifié la capacité à jouer. Je parle des non-professionnels. David Douche, par exemple, bon, c'était dur, hein. À la limite, il ne voulait même pas jouer, il jouait mal, mais moi j'étais sûr que c'était lui. Et pourtant, de temps en temps, il me regardait d'un air de dire, bon, ça va, quoi, t'arrêtes de me demander ça, quoi. Je me plie, je suis obligé de me plier. Je ne peux pas le forcer, quoi. Mais vous voyez, je demande. Alors, de temps en temps, il y a des acteurs qui s'en vont. Il faut qu'ils partent plutôt à la fin. De temps en temps, il y a une tension qui a lieu, où l'acteur dit, tu m'emmerdes avec ton truc, là. Ça s'est passé dans Flandre, avec un des soldats, parce qu'il en avait marre, il voulait rentrer, on était en Tunisie, il en avait jusque-là, il avait des problèmes personnels, donc parce que le metteur en scène, il demande tout le temps, 1 fois, 2 fois, c'est vrai qu'il faut du tonus, hein. C'est difficile. Et puis ils ne comprennent pas toujours pourquoi on refait. Voilà. Pourquoi tu me demandes de le refaire, puisque je viens de le faire? Je dis, oui, mais peut-être que tu peux faire autrement. Quoi? Non, je ne peux pas faire autrement. Ouais, c'est une discussion. Mais moi, j'aime bien discuter avec eux. Si, tu vas essayer de faire autrement. Tu le fais, mais tu dis rien. Bon, ok. Voilà, ça se passe comme ça. On négocie, mais c'est comme dans la vie, quand on parle, ça se passe bien, vous savez. C'est pas que ça se passe mal. Je suis beaucoup plus gentil qu'avant, en fait. Parce qu'avant, c'est vrai, par exemple, dans Flandre, je pensais qu'il fallait épuiser les acteurs. Quand on était dans la guerre, je leur mettais des sacs avec des cailloux et je les faisais courir. Alors, ils arrivaient, ils étaient complètement fatigués. Et depuis, je me suis aperçu qu'ils pouvaient faire semblant. Et surtout, mais pas que semblant, c'est que le semblant, ça marche. Je veux dire, un acteur, même pour les faire pleurer, on dit, bon, pense à quelque chose de grave. Je pense à quelque chose de grave, tu vois, et puis il se met à pleurer vraiment, c'est un peu gênant, quoi. Et maintenant, je me suis aperçu qu'il peut faire semblant, et ça marche. C'est pour ça que je parle du faux. Et je suis de plus en plus, même avec les acteurs, dans le faux. Donc du coup, c'est plus facile, ça se passe bien, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas besoin qu'ils mettent ses tripes à l'air. Voilà, je ne crois plus à ça. Il faut que ça ait l'air vrai. Enfin, c'est autre chose, hein. Il faut que ça ait l'air vrai. Mais le jeu, c'est ça. Le jeu, je peux avoir l'air triste. Mais est-ce que j'ai besoin d'être triste pour avoir l'air triste?
Quand j'étais jeune, je pensais que oui. Et maintenant, je ne le pense plus. Donc du coup, ma façon de travailler a beaucoup évolué. Donc, mais ça se passe bien. Moi, j'ai des bons rapports avec les acteurs. Si vous n'avez pas de bons rapports avec les acteurs, ils ne travaillent pas pour vous. C'est obligé. Moi, je ne crois pas au conflit, à la difficulté. Tout ça, c'est des bêtises. Je pense qu'il y a de fameuses histoires, justement, qui ont lieu entre des disputes très graves. Mais en même temps, les metteurs en scène sont comme ils sont. Je pense qu'ils tournent comme ils sont. Mais les disputes très graves, c'est quand en fait on ne fait pas le même film. Ça peut arriver, mais si on fait le même film... C'est Melville qui s'engueule avec Belmondo. Ouais. Mais, mais là, il était... C'est violent. Oui, c'était violent. C'était violent. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect, voilà, il n'y a plus d'entente. Moi, pourquoi j'aime beaucoup travailler avec des acteurs qui veulent tourner avec moi, par exemple? Toujours. Parce que, justement, vous demandez tellement qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui a envie que quelqu'un qui n'a pas envie. Hein. Peut-être que j'ai tort, hein, que je devrais prendre des gens qui ont... Mais bon, j'ai déjà essayé, c'est compliqué. Hein. Par exemple, travailler avec Juliette Binoche ou travailler avec Léa Seydoux, ben, ça va tout seul, parce qu'elles ont envie de travailler. Donc il y a pas... Elles sont disponibles, ouvertes, tout se passe très bien, il n'y a pas de problème. Etc. Vraiment, c'est un régal Et puis on travaille bien, c'est qu'on travaille, on cherche. Moi, j'ai eu plus de problèmes avec des non-professionnels parce que c'était des sacrés gaillards et qui sont foutés totalement du cinéma. Je m'en fous de ton cinéma. Tu m'emmerdes avec ton cinéma. Allez, dégage. Et ils se cassent. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Après, moi, j'accepte. Enfin, je peux leur faire un procès, sûrement pas. Quoi. Je vais chercher des sacrés loustiques de temps en temps, donc je ne m'étonne pas qu'à la fin, à un moment donné, il me dise, bon, écoute, t'es gentil. Monsieur, enfin, là-bas, levez la main. Voilà. Pas monsieur, donc, mais levez la main. Allez-y. Vous avez beaucoup parlé du rapport entre professionnel et professionnel. Il y a un comédien qui m'a beaucoup surpris dans le dernier film. Qui est l'amant de Léa Seydoux, Emanuele Arioli. Bon, pour avoir discuté ensuite avec lui, j'ai compris qu'il était vraiment latiniste, qui faisait vraiment du chant grégorien. J'ai l'impression qu'on est un peu entre deux avec un comédien comme lui, qui joue, voilà, mais qui est aussi prof, donc, comme dans le film, visiblement. D'abord, j'ai deux questions. C'est comment on trouve des ovnis pareils. Pour moi, je pense que c'est un immense comédien et il est vraiment très intéressant. Et c'est quoi votre position par rapport à un type comme lui, en fait, aujourd'hui, ce que vous avez envie de faire derrière? C'est justement quand je rencontre, là il fallait, la production me demandait d'avoir un acteur italien. Il me propose plein d'acteurs italiens, et je dis, bah non, j'en veux pas, ceux-là, j'en veux pas. Et dans tous les acteurs que j'avais vus, parce que j'avais beaucoup recruté, en fait, dans le milieu professoral, universitaire, pour faire France, hein, plutôt prendre des intellectuels, ce que j'avais fait dans Jeanne, pour faire les juges, tout ça, j'avais pris plutôt des professeurs. Et donc j'avais rencontré par hasard donc un jeune Italien qui est professeur de français ancien à Valenciennes. Ah bon, bah, très intéressant. En latin. Et donc voilà, si vous voulez, il y a des... C'est comme dans Jeannette, j'avais une contorsionniste. Elle m'a dit, ah, je sais marcher à l'envers. Je dis, montre, bah oui, bah du coup, tu vas marcher à l'envers. Donc ce qui apparaît comme ça, comme scénarisé, c'est simplement, voilà, j'ai des acteurs qui ont des talents de toutes choses, voilà, et je saisis l'aubaine. Et donc Léa avait passé une petite soirée avec Christophe, elle avait chanté un petit truc, mais le commencement de l'idée de faire une chanson, donc elle avait simplement fait La 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 avec lui, donc il y avait une musique qui avait été faite, et dans la scène, dans le montage, je dis, bah tiens, t'as qu'à chanter, tiens.
Donc j'avais pris la musique de Christophe, donc dans l'oreillette, hop, on lui renvoie la musique. Donc elle chante a cappella, enfin, apparemment a cappella, enfin, c'est pas a cappella parce qu'il avait la musique dans l'oreillette. Et Emmanuel, pareil, bah, ton petit chant latin là, que tu m'as fait, tu vas lui donner en réponse, tu vas lui chanter ça. Voilà, ça se passe comme ça aussi. C'est-à-dire, il y a des accidents, il y a des opportunités, il y a des choses qui se passent, et moi je suis toujours avide et curieux de prendre des choses qui arrivent. C'est aussi simple que ça. Mais le Blanche Gardin, c'est un choix, c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'aime beaucoup l'humour, le côté corrosif et de pouvoir rentrer dans des zones un peu pas très catholiques. Donc c'est là où j'avais envie d'aller. Donc j'avais quelqu'un qui pouvait, avec humour, descendre justement dans ce malséant où j'avais envie d'aller. À propos de votre rapport avec le christianisme, votre cinéma fait souvent allusion à la religion et notamment à des figures comme Jeanne d'Arc ou à la ville de Jésus. Mais en même temps, vous ne vous dites pas chrétien. Quel est votre rapport plus précisément avec le christianisme et est-ce qu'il est moi, je crois que le lieu spirituel, la source, c'est l'art. En fait, tout vient de là. Et que l'Église s'est accaparé ça pour faire sa cuisine dans son coin, mais que le lieu naturel de la vie spirituelle dont nous avons besoin pour nous construire, c'est l'art. Donc j'essaie simplement de ramener dans l'art donc le religieux, justement, pour se réapproprier, de remettre dans le théâtre, dans son théâtre, la religion, qui est un théâtre, et c'est noble un théâtre, hein, c'est-à-dire qu'elle accomplit, elle satisfait des besoins spirituels dont nous avons besoin. Mais je pense que la place de Dieu, c'est au cinéma. C'est pour ça que quand je parlais de la vie de Jésus, si je fais la vie de Jésus, je pense que la place est ici, de raconter encore une fois cette histoire-là, parce qu'il faut bien la raconter, et c'est une histoire comme une autre, hein, parce qu'on a besoin, comme ça, de se spiritualiser dans ces histoires-là, et leur place naturelle, c'est ici. C'est pour ça que mon cinéma est aussi obsédé par ces questions religieuses, à la fois du profane, mais en même temps du profane, parce que moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de montrer que le sacré est dans le profane. Voilà, c'est de faire un plan justement de Freddy et d'avoir Jésus qui germe, en fait. Parce que Freddy, c'est Jésus. Vous citiez souvent des figures comme Bergson ou Saint Bonaventure qui disait que le sacré, il était à chercher dans la nature ou dans les choses matérielles. Tout à fait. Et ça, je le comprends dans la peinture flamande. C'est pour ça que je reviens à la peinture. C'est-à-dire les peintres flamands, ce sont quand même ceux par rapport aux Italiens qui, eux, étaient dans la représentation idéale. C'est plus Hollywood, si vous voulez, c'est-à-dire une représentation de l'esprit. Les Flamands, ils ont replacé l'histoire sainte dans le bocage flamand. Et ils ont pris des gars, n'importe qui, pour faire le Christ. Alors j'ai fait la même chose, j'ai pris un petit gars du coin, j'ai mis la vie de Jésus, et voilà. C'est pareil, c'est-à-dire justement, c'est essayer de trouver la voie spirituelle dans un homme, et bien n'importe qui, c'est lui. C'est ça la religion, c'est l'élévation. Et ben moi j'essaie de soulever Freddy, le petit Freddy, avec son petit poids qu'il y a là. Je mets la vie de Jésus pour donner le projet. Ben, bon, j'y arrive pas finalement, mais qu'importe. J'y arrive pas, mais moi je commence. Et voilà, pour moi, Freddy, c'est la circonférence de la sainteté. C'est-à-dire que la sainteté, ça se passe là-dedans, c'est tout. Donc je fais un cinéma qui cherche la sainteté, mais dans l'ordinaire des choses. Dans les choses basses, dans les choses simples, dans la beauté aussi, dans l'amour, dans l'humanité. Et je n'ai pas fini, c'est pour ça que je continue à faire des films. Dans le comique, par exemple. Je pense que le comique est très spirituel. Carpentier, il a quelque chose de
de la grâce aussi. Dans le comédien, il y a quelque chose... C'est l'humain qui est là. Moi, je suis passionné par l'humain, en fait. Par cette espèce de... Je reviens à Victor Hugo, de ligature entre le... Justement, entre le grotesque et le sublime. Alors, on oscille, on est toujours entre les deux. Et ben moi, mes personnages, ils sont hantés par la vicissitude de la vie, la petitesse et en même temps la grâce. Et ben c'est possible. Je crois qu'on n'aura pas une meilleure conclusion. Et ben, merci infiniment.